BFM Business présente la grande interview, émission spéciale 25 ans de tech. Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Tech, grande interview ou grandes interviews, parce que j'ai deux personnalités avec moi, une du privé et une du public. C'est très bien, on va voir est-ce que tout ça, ça peut se combiner pour défendre l'intelligence artificielle à la française. Tout d'abord, je vais commencer par Anne Bouvreau. Bonsoir madame. Bonsoir Anne. Bonsoir. Merci d'être là, on vous connaît bien, vous êtes la coprésidente du comité interministériel de l'intelligence artificielle générative. Bon, bref, c'est vous qui avez fait le sommet de l'IA, c'est vous qui avez fait le rapport sur l'intelligence artificielle avec Philippe Aghion. On en avait parlé ici même. Et puis, très accessoirement, vous êtes présidente du conseil d'administration de Normal Supérieur. Alors, face à vous, le privé, alors c'est vraiment le symbole de la French... non, la London Tech, de la French Tech, mais il est français. Bonsoir César Maclary. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes cofondateur et président de Fluidstack. Alors, on s'est rencontrés sur un autre plateau, je vais tout dire, sur BFM TV. Et puis, vous avez dit, là, comme ça, je voulais faire de la Formule 1. J'ai fait les études à Nice, à Cannes. Je suis allée à Londres. Et puis, bon, comme vous faites 1m90, bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour rentrer dans un baquet. Et puis, vous avez rencontré quelqu'un. Bref, et aujourd'hui, Fluidstack investit ou va investir 10 milliards d'euros en France. C'est ça. Donc, moi, je me suis demandé d'abord si vous n'êtes pas trompé d'un zéro. Déjà, c'était beaucoup. Non, 10 milliards d'euros. Racontez-nous en 2 secondes, c'est quoi Fluidstack et vous êtes qui ? Donc, comme vous l'avez dit, je suis donc né à Antibes, grandi à Nice. J'ai fait toute ma scolarité à Nice avant de partir faire mes études supérieures en aéronautique à Londres. Ouais. Passionné de Formule 1, du coup, encore une fois. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans ce milieu-là. Et puis après ça, j'ai voulu faire quelque chose avec un peu plus d'impact sur le reste du monde. Et j'ai eu la chance, du coup, de rencontrer mon cofondateur. Et donc, c'est là où on a fondé Fluidstack. Ouais. On s'est aperçu tout de suite que l'IA allait jouer un grand rôle dans nos on est en quelle année, là ? Là, on est en 2020. D'accord. Que l'IA allait jouer un rôle important dans nos vies futures. On s'imaginait peut-être pas une accélération aussi rapide. Mais du coup, on s'est tout de suite positionné sur l'IA. Et une des contraintes principales que les chercheurs et les sociétés avaient à cette époque-là était l'accès à la puissance de calcul. Complètement. Pour pouvoir entraîner ou servir ces modèles. Donc, on s'est dit qu'on allait solutionner ce problème-là, d'où est venue l'idée de créer Fluidstack, qui est vraiment un cloud dédié à l'IA, qui fournit de la puissance de calcul spécifiquement pour les sociétés, les chercheurs et les laboratoires d'IA dans le monde. Oui, mais vous avez recruté des chercheurs. Comment, enfin, vous n'avez pas fait ça tout seul. Comment ça s'est passé ? On n'a pas fait ça tout seul. On a fait ça étape par étape. Et on fait encore ça étape par étape. On a commencé du coup à 2, puis à 10. On est quasiment une cinquantaine et on sera largement plus d'une centaine d'ici la fin d'année. On a recruté beaucoup d'ingénieurs qu'on a dû aussi former sur le tas sur toute l'infrastructure IA. Et aujourd'hui, nos équipes se constituent principalement d'ingénieurs infrastructures qui gèrent du coup et qui déploient des nouvelles infrastructures et des data centers en IA. Oui. Et vous êtes basé, la société elle est britannique, même si vous êtes français. C'est ça. Et vous êtes les ingénieurs, les chercheurs, ils sont basés où ? À Londres ou ils sont basés en France ? Donc, étant donné que mon cofondateur et moi étions à Londres, on va dire que par simplicité, on a créé la société là-bas, mais la majeure partie de nos investissements en Europe se font en France. On a une société française, une filiale française avec laquelle on exécute tous les projets qu'on réalise, entre autres le projet dont vous mentionnez dans l'introduction de 10 milliards. Tous nos ingénieurs sont basés à travers le monde, mais la majeure partie des ingénieurs qu'on a en Europe sont également basés en France. Donc on se considère presque comme une société française actuellement. Ouais. Anne Bouvreau, quand vous voyez ça, vous qui fréquentez pas mal de jeunes, vous vous dites quand même c'est vrai que c'est assez spectaculaire quand même comme réussite, parce qu'en plus vous n'avez pas une compétence, vous n'êtes pas un ingénieur fou dans l'intelligence artificielle, non ? Enfin, je me trompe ou pas ? Non, mais j'ai vite réalisé en fait qu'en Formule 1, avec une formation très spécifique à la Formule 1, on a quand même utilisé que 1 ou 2% de ce qu'on m'avait appris à l'université. Ouais. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait apprendre très vite sur le tas et en faisant. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est vraiment construire. Et il s'avère que du coup, l'IA est un milieu très porteur avec un très gros impact futur. Donc, c'est là-dedans que je voulais construire quelque chose. Et donc, on apprend un peu plus tous les jours. Ouais.
Anne Bouvreau, oui, alors le public, est-ce que le public, enfin le public au sens large, est-ce que vous pouvez suivre quand vous voyez l'accélération? Il faut travailler en partenariat, en fait. L'intelligence artificielle, c'est une révolution, c'est une transformation majeure. César l'a bien dit, les différents ingrédients, c'est les talents, les chercheurs, c'est aussi l'infrastructure et la puissance de calcul, et c'est les données. Et donc, si on a les talents, on a la chance d'en avoir beaucoup en France, en recherche et des ingénieurs, mais si on n'a pas assez de puissance de calcul ni assez de données, ça suffit pas. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir de la puissance de calcul et des centres de données. C'est très important aussi d'avoir accès à des données. Une des raisons pour lesquelles les Américains sont vraiment en pointe, c'est qu'ils ont toutes les données des réseaux sociaux et toutes les données qui sont sur Internet. Mais après, si on veut faire des cas d'application plus concret sur des besoins d'entreprises en France, en Europe. Là, on est sur des domaines industriels plus spécifiques. Et donc là, on a suffisamment de données, à condition de s'en donner les moyens, en France et en Europe. Donc il faut qu'on travaille ensemble avec les startups, avec les grands groupes. Ça ne suffit pas d'avoir juste les startups, il faut que les grands groupes travaillent plus avec les startups. Et bien sûr, avec le soutien du public. C'est pour ça que moi, côté public, j'ai été ravie. J'ai organisé ce sommet IA de février qui avait vraiment où vous étiez du reste, bien sûr, César était où il est intervenu avec plusieurs missions, mais une des missions, c'était de montrer qu'il y a une place, une route, un chemin pour la France et pour l'Europe en intelligence artificielle. Vous êtes d'accord avec ça, César McLary? Est-ce que vous estimez que la France, elle a des atouts? Juste un point, parce que Anne Bouvreau dit que c'est une transformation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un changement de puce ou c'est un changement d'époque, pour parler comme le pape Léon XIV? Non, Anne a tout à fait raison. C'est vraiment une transformation. C'est une technologie de rupture. Est-ce qu'il faut être honnête, la France et l'Europe, en règle générale, ont complètement raté le tournant Internet et cloud il y a 20 ans. Et maintenant, du coup, on en paye les conséquences avec une dépendance sur des hyperscalers américains pour quasiment la majeure partie de nos données. Donc, aujourd'hui, on a un choix qui est un peu irréversible. C'est-à-dire que si on n'investit pas dans cette infrastructure pour l'IA, qui est la technologie de demain et qui sera bien plus puissante que ce que Internet l'a été, on va se retrouver dans la même situation concernant l'IA dans 10, 20 ans et peut-être encore plus. Et même avant. Oui, mais par rapport à ces hyperscalers américains, on a une dépendance quand même gigantesque. On voit bien les entreprises, elles ne peuvent pas se passer. On leur dit, non, tiens, dans le cadre de la guerre commerciale, il faut sans doute taxer les grandes entreprises, Google, Amazon, etc. Mais les entreprises, notamment françaises ou européennes, elles ne peuvent pas s'en passer. Elles travaillent toutes. Mais elles ne peuvent pas s'en passer justement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure qui leur permettent de compenser, ou il n'y a pas vraiment de réelle alternative à cette échelle-là aux hyperscalers américains. Et vous, c'est ce que vous faites? Nous, on fait ça sur de l'infrastructure 100% IA. Mais alors, en fait, les entreprises aujourd'hui payent le prix des décisions qui ont été faites il y a 10 ou 20 ans sur l'infrastructure cloud. Et donc, c'est pour ça dont je parlais de rater un tournant cloud et Internet à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nouveau tournant qui est le tournant IA. La France a tous les atouts d'un point de vue énergétique, d'un point de vue talent, d'un point de vue même grand projet d'infrastructure pour réussir. Et donc, il faut vraiment saisir cette opportunité-là. Et c'est là où, du coup, Fluidstack intervient en vraiment faisant le lien entre l'énergie disponible et les talents en IA que la France prouve qu'elle a. On avait fait exactement la même analyse au moment du sommet IA en se disant il faut effectivement qu'on ait plus d'infrastructures pour l'IA et en général aussi en France et en Europe. C'est pour ça qu'au sommet, on a annoncé ces 109 milliards de promesses d'investissement privés dans des centres de données en France et aussi 200 milliards d'investissements dans l'IA en Europe. Alors, c'est bien de faire des grandes annonces lors des sommets, c'est important après de les concrétiser. Bien sûr, oui. Et c'est pour ça que je suis ravie de continuer sur cette mission d'envoyé spécial sur l'IA. Et donc, lors de Choose France, le 19 mai dernier, il était aussi, parce qu'évidemment, avec ces 10 milliards, là, tout le monde se l'arrache. Et donc, il y a à peu près 40 milliards, dont la moitié étaient des annonces sur l'IA, qui ont été concrétisées à Choose France. Et ce projet de Fluidstack en fait très clairement partie. Et c'est super de voir qu'on continue à concrétiser ces projets-là. Mais en quoi ces infrastructures sont essentielles, César McLary? Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'IA, c'est un peu comme apprendre à une voiture autonome à devenir autonome. C'est-à-dire que cette voiture-là, à la base, on va devoir la conduire nous-mêmes, on va devoir lui montrer du coup des chemins, elle va devoir ingérer beaucoup de données et faire beaucoup de calculs.
Et au bout d'un moment, elle va commencer à apprendre et elle va pouvoir suivre un nouveau tracé et faire face à de nouvelles situations dans lesquelles elle n'avait pas été précédemment et pouvoir les gérer. Mais ça requiert beaucoup de données, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'itérations. Et ces itérations requièrent beaucoup de puissance de calcul et du coup de serveurs et de GPU et du coup d'infrastructures et de data centres IA. Donc c'est vraiment ça qui est critique à avoir afin que les chercheurs et les grands talents qu'on a puissent du coup développer tous ces algorithmes. Ouais. Vous arrivez à faire venir les chercheurs là ? Les chercheurs sont déjà là. Ils sont déjà là, oui. Est-ce que vous faites venir des chercheurs américains ? Vous avez vu, ils ont envie de partir. Il y a eu un appel d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez réussi à alpaguer quelques-uns ? Alors, on n'est pas dans cette optique-là. Nous, on se focalise principalement sur l'infrastructure, mais encore une fois, les chercheurs sont déjà là, avec un gros mouvement French Tech, avec des super labos, que ce soit QTI, Poolside. Ce qu'il faut faire vraiment maintenant, c'est du coup fournir l'infrastructure pour qu'ils puissent développer ces modèles et fournir l'infrastructure européenne, française, pour éviter que ce qui se passe quasiment actuellement, qui est 80% de la recherche est faite encore sur les hyperscalers américains. Oui. On reviendra sur la question d'énergie, parce que visiblement, en plus là, on a un atout, parce qu'on a une énergie bas carbone avec le nucléaire. Et en même temps, quand on voit l'accord que vient de signer Meta à Constellation, on se dit, waouh. On va revenir là-dessus. Juste un point, puisque vous êtes Anne Bouvroux, présidente du conseil d'administration de Normal Sup, est-ce que, parce que les données, c'est essentiel, les données pour qu'on voit bien dans l'intelligence artificielle, quand on s'en sert aujourd'hui, c'est des données, de temps en temps, on se dit, tiens, d'où sort cette phrase, d'où sort cette référence, parce que c'est quand même des données qui restent très anglo-saxonnes, non ? Donc, est-ce que vous travaillez là-dessus à Normal Sup, par exemple ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, les modèles sont entraînés sur, en gros, tout ce qui existe sur Internet. Oui. Et tout ce qui existe sur Internet, c'est à 80% en langue anglaise. Ça, c'est très clair. Donc, c'est important de fournir des données, des corpus qui soient dans d'autres langues. Alors déjà, il faut savoir aussi que tous ces modèles sont entraînés sur tous les rapports de la Commission européenne qui ont le grand avantage d'être traduits dans toutes les langues officielles de l'Europe au moment de leur publication. Ça, c'est super pour l'entraînement des modèles parce qu'on a des corpus bien écrits dans plusieurs langues. Mais il faut aussi, d'un point de vue plus culturel, vous voyez, qu'on puisse entraîner ces modèles sur autre chose que juste les films qui sont faits à Hollywood, par exemple, et qu'on puisse avoir un peu de l'écosystème créatif européen. Et ça, il y a un certain nombre de grands corpus, comme les données de l'INA dans l'audiovisuel et des corpus comme ça, qui doivent pouvoir être donnés pour l'entraînement. Mais après, on rentre tout de suite dans la question il faut aussi rémunérer les auteurs et il faut pouvoir balancer ces deux objectifs-là. César McClary, vous êtes donc dans les infrastructures. Est-ce que vous avez l'impression que la chaîne de l'IA, la constitution de l'IA, en France, elle est remplie? Ou est-ce qu'il y a encore des trous? Je dirais qu'il y a encore beaucoup de trous. Il y a encore une réelle dépendance à des infrastructures américaines. Donc c'est pour ça qu'on vient en fait, en tant que full stack, on vient essayer de combler ces trous-là. Il y a des trous, que ce soit forcément au niveau des puces. On dépend quasiment tous à 99% de technologie américaine, ce qui sera vraiment le plus dur à rattraper, mais je ne pense pas qu'il faille focaliser nos efforts là-dessus pour l'instant. C'est ça. Le deuxième élément est tout ce qu'on parle d'OEM et de serveurs. Donc les puces sont assemblées dans des grandes boîtes métalliques qui sont toutes dans des espèces d'armoires qu'on met après dans les data centers. Donc, on parle de rack et de serveurs. Donc ça, encore une fois, on dépend encore principalement d'acteurs américains, mais il y a des acteurs français comme Atos et Viden qui savent, qui ont cette expertise-là. Puis après, il y a toute la partie cloud. Et la partie service où on convertit cette infrastructure en quelque chose d'utilisable par les chercheurs IA. Et là aussi, encore une fois, on dépend encore principalement d'acteurs hyperscalaires américains. Donc c'est là où nous, on souhaite vraiment intégrer verticalement toute cette chaîne de valeur et livrer ça comme un service un service souverain du coup auprès des acteurs IA. D'accord. Les 10 milliards que vous investissez, c'est sur 4 ans? Donc sur combien? Les 10 milliards sont investis donc nous, on a un projet à une échelle d'1 gigawatt. Un gigawatt requiert 40 milliards à peu près d'investissement. D'accord. Dont 75 à 80% de ces investissements vont aller dans l'achat de puces. Les 10 milliards, du coup, c'est pour... Américaine. Actuellement américaine. Oui. D'accord. Oui. Mais américaine, mais une fois qu'elles sont sur le territoire, la souveraineté est assurée. En fait, ce qui est vraiment important, c'est qui détient les puces, qui les finance. Et donc, c'est là où les acteurs européens doivent intervenir, donc les acteurs comme nous doivent intervenir. Pour revenir à la question des 10 milliards, donc les 10 milliards seraient la première, qu'on appelle la première tranche. Donc, première tranche de 25% de la taille complète du supercalculateur. Et donc, encore une fois, ces 10 milliards
peu près 20 à 25% vont aller vers le financement de l'infrastructure, donc des murs. Mais ça, vous allez les dépenser quand? Ils sont déjà dépensés? Non. Donc là, on est encore en phase de finalisation de terrain et de sites. Une fois que tout sera signé de ce point de vue-là. Mais quand? Parce qu'il y a un problème de foncier, je crois aussi, qui est très cher chez nous, non? Vous avez identifié le site? Le foncier, étant donné que le prix, la majorité des coûts provient des puces, au final, le foncier, la partie bâtie du data center, est relativement faible dans les coûts totaux. Donc, le foncier n'impacte pas trop le coût final. Oui. Donc, non, il n'y a pas vraiment de problème. Et donc, vous allez investir quand précisément? Donc, nous l'idée, ça dépend vraiment en fait, de la disponibilité du terrain. Ouais. Donc, c'est ça. du permitting et de tout le processus, on va dire, administratif. Mais on est prêt à investir aujourd'hui si le terrain est prêt à... Et les 75% autres, qu'est-ce qui va les fournir? C'est d'autres investisseurs ou c'est vous encore? Donc, c'est nous, mais nous, on utilise un système de dette où, du coup, on a nos propres investisseurs à nous qui vont investir dans ces puces au travers de FluidStack. Et c'est Argo Capital qui Argo Capital sont... Et des fonds anglo-saxons. Donc, Argo Capital est un fonds... nous, on a quasiment que des fonds français dans la société de FluidStack, d'où encore pourquoi on se considère français. Faut déménager en France. On y travaille. Le financement des puces, lui, est séparé du financement en propre de FluidStack. Le financement des puces se fait par les structures de dette. Et donc, c'est des fonds différents de ceux d'Argo qui rentrent dans ces financements. D'accord. Anne Bouvreau, vous allez peut-être lui donner un coup de main, parce que comme vous êtes Madame IA du gouvernement, pour débloquer son dossier pour que ça aille plus vite, non? Oui, non. Mais en fait, d'ailleurs, une des choses qui a été annoncée au sommet, il y a eu ces annonces de promesses d'investissement, il y a eu aussi ces annonces de procédures fast-track, pour justement, ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça, mais ça va être plus rapide qu'une procédure classique, à la fois pour le foncier et à la fois pour les connexions au réseau électrique également, parce que c'est les deux éléments qui sont importants. Donc il y a des sites qui ont été pré-identifiés pour des procédures accélérées, et ça fait partie des choses auxquelles l'État travaille avec les différents projets, dont celui de FluidStack. Je rejoins Anne sur ce sujet, les clients sont là, il y a une demande qui est conséquente, les financiers sont là et sont prêts à mettre de l'argent dans ces puces, ces infrastructures, et vraiment ce qui détermine les échéances, ça va la disponibilité du terrain et surtout la disponibilité du raccordement électrique fait principalement par RTE. Alors, un des points clés, un des atouts de la France, si on regarde les atouts, c'est l'énergie. C'est un point très important. Surtout qu'il faut quand même, lorsqu'on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, je crois que c'était même hier ou avant-hier, donc Meta qui a signé avec Constellium un petit chèque de 20 milliards de dollars parce que pour se fournir l'électricité. Vous dites, l'atout, c'est pour ça que notamment on est en France, parce que là, il y a une énergie bas carbone. Pas trop cher, on va dire. Bon, c'est toujours un débat, mais enfin, en tous les cas, elle est là, cette énergie, l'énergie nucléaire. Oui, c'est ça. Donc, le président l'a répété maintes et maintes fois. On a exporté l'année passée 90 TWh, qui est l'équivalent de 10 gigawatts en puissance instantanée. C'est l'équivalent de la consommation énergétique de la Belgique. Donc, on a un excès de consommation énergétique. Et donc, nous, on souhaite valoriser cet excès de consommation énergétique et le transformer, du coup, en infrastructure. Et c'est encore une fois... Les trois composants clés sont l'énergie, l'infrastructure et les talents. La France a le numéro 1 et le numéro 3 avec l'énergie et les talents. Nous, on vient vraiment faire le pont entre les deux avec l'infrastructure. Oui, absolument. Enfin, tous les acteurs, Meta, vous faisiez référence à cette annonce, cherchent de l'accès à de l'énergie et de l'accès à l'énergie décarbonée, parce qu'on aurait pu craindre qu'ils se disent, en fait, c'est pas grave mes engagements de respect de décarboner, mais en fait, ils y tiennent. Et donc, ils cherchent aux États-Unis et dans d'autres pays de l'accès à de l'électricité décarbonée. Et là-dessus, la France est particulièrement bien placée. Et il faut aussi dire qu'on est un pays, le côté excédentaire, c'est important. Il y a des pays comme Singapour ou même les Pays-Bas où en fait il n'y a pas assez de production d'électricité. Et bien sûr, quand on est un pays et qu'on se dit cette électricité, est-ce qu'elle va aller dans un centre de données ou est-ce qu'elle va aller vers un hôpital, eh ben on se dit l'hôpital c'est prioritaire et c'est absolument normal. Mais quand l'électricité est excédentaire, bien sûr on sert l'hôpital et tous les services publics et on peut aussi passer des contrats pour les infrastructures de centres de données. Est-ce que vous avez mentionné le mot tout à l'heure, est-ce que la souveraineté,
est-ce que c'est un... Alors, on dit que c'est un enjeu majeur. Forcément, Anne Bouvreau, je vois opiner du chef. Oui, c'est... Mais en même temps, on voit bien, César McClary l'a dit tout à l'heure, on dépend quand même beaucoup encore des Américains. Et puis finalement, c'est vrai qu'en ce moment, ce sont un peu nos ennemis, mais enfin, en même temps, ce sont quand même des alliés et eux-mêmes, ils ont besoin du marché européen. C'est un mot qui résonne chez vous, César McClary. Tout à fait, c'est un de nos grands différenciants par rapport aux hyperscalers américains. C'est-à-dire que quand on regarde la chaîne, quand on regarde la plus-value vraiment de Fluidstack, c'est un aspect souverain d'infrastructure, de capitaux, un aspect 100% dédié à l'IA, où on optimise toutes les infrastructures, qu'elles soient physiques ou logicielles par-dessus pour l'IA. Donc on permet de fournir beaucoup plus de performance à des coûts moindres par rapport aux hyperscalers américains. Et après, il y a une rapidité d'exécution qui est grâce à notre flexibilité par rapport au cloud américain. Mais oui, la souveraineté est un enjeu majeur. Et puis encore, pour reprendre, en fait, quand on regarde aussi le fait qu'on ait un excès d'énergie, encore une fois, c'est des décisions qui n'ont pas été prises hier. C'est des décisions qui ont été prises il y a peut-être 60 ans. Oui. Le tournant de Internet a été raté il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a la chance de pouvoir prendre des décisions sur le futur de l'IA. Donc il faut agir maintenant. Il faut juste que l'administration et les pouvoirs publics qu'incarne Anne Bouvreau sur ce plateau, et les entreprises. Voilà, nous aident et que la réglementation ne ralentisse pas quand on se bat pour une 3e place de superpuissance IA aux côtés des Américains et des Chinois qui eux ne font que accélérer. Et juste avant de vous passer la parole, Anne Bouvreau, les entreprises, est-ce que notamment les entreprises, les grandes entreprises, est-ce qu'elles jouent le jeu quand vous allez les voir en leur disant attendez, nous on est français, enfin quasi français et tout, on a besoin de vous parce que vous avez besoin de clients, vous avez besoin de... Oui. Voilà. Est-ce qu'elles jouent le jeu, les entreprises, ou pas ? Oui, tout à fait. Et elles sont prêtes à nous suivre, mais il faut quand même qu'on fasse le premier pas. Elles ont aussi beaucoup d'enjeux de sécurité de données, de qualité d'infrastructure, et donc il faut quand même que la qualité de l'infrastructure vienne en premier. Et donc elles sont prêtes à jouer le jeu, mais on doit quand même jouer notre partie de la partition. Oui, Anne Bouvreau, oui. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une prise de conscience depuis, en fait, voyez, l'annonce Stargate le 21 janvier, 500 milliards dans des infrastructures liées aux US, on a tout plié, on est les champions du monde. Le 28 janvier, donc une semaine après, DeepSeek qui dit allô, moi avec 6 millions de dollars, j'ai entraîné un modèle qui est à peu près au meilleur niveau de tous les modèles du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part que, bien sûr, on a besoin d'argent pour investir dans les infrastructures, pour avoir des entreprises, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir 500 milliards toutes les semaines. Ce sont des choses que la France et l'Europe peuvent se payer entre le public et le privé. Et d'autre part, c'est faisable. Ce que montre DeepSeek, c'est que c'est pas juste parce que depuis 20 ans, c'est vraiment compliqué qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il est possible, en investissant dans l'IA, dans les infrastructures, et puis en grignotant cette part de marché énorme sur le cloud, peut-être 5% par 5%, en y prenant quelques années, c'est faisable de retrouver un chemin de souveraineté. Et c'est vraiment une direction dans laquelle il faut qu'on s'engage résolument. Est-ce que pour vous, c'est la fin, la fin de Google, la fin du moteur de recherche, César McClary, avec l'intelligence artificielle ? Je n'ai pas de boule de cristal. Non, vous avez vu, là, selon les dernières données, je ne sais plus de qui, c'est moins 25% en tous les cas. On voit le nombre de requêtes qui ont été faites. C'est sur Gartner, en plus, c'est des études sérieuses. C'est possible. Je suis le premier à utiliser de l'IA pour faire la pêche aux informations quand j'en ai besoin. Donc je ne suis pas forcément étonné de ces chiffres-là. Mais encore une fois, c'est une technologie de rupture. Il faut saisir le tournant. Et donc c'est vraiment l'enjeu. C'est notre futur qui se joue maintenant. Et donc c'est très important en fait d'avoir à la fois les pouvoirs publics, privés et les capitaux prêts pour investir dans ce futur. J'aime bien parce que vous avez une expression, là vous ne l'avez pas réutilisée, mais vous avez dit créer de l'IA, c'est un peu comme construire une ville comme un jeu de Lego en fait. Tout doit s'imbriquer les uns des autres. Je trouve que c'est une jolie image. Comment convaincre les entreprises, parce qu'on voit bien les chiffres, on les a, elles n'arrivent pas trop, notamment que ce soit les grandes, voire aussi les PME, à s'approprier l'intelligence artificielle. Ça reste très au service juridique, enfin voilà, mais pas dans le système de production. C'est là où peut-être ça peut changer.
Alors ça avance quand même, effectivement, c'est compliqué pour une entreprise de se dire par où je commence, qu'est-ce que je fais. Et en fait, il y a plein d'endroits par lesquels on peut commencer. On peut commencer dans le service juridique, marketing, on peut commencer dans le système d'information. Le développement informatique est vraiment aidé, accéléré grâce aux assistants de codage en IA. C'est vraiment un des domaines de productivité qui, on en parle moins parce que c'est un petit peu moins sexy, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour les entreprises. Tout ce qui est la relation client, c'est le chatbot évolué, mais en langage naturel. Donc en fait, il y a déjà plein d'entreprises qui font des choses. Simplement, il faut aller vite et il faut faire de la formation massive au sein des entreprises. Parce que l'impact sur l'emploi, c'est très très bien que ce soit ce qui est fait à BFM. Il faut pouvoir former tout le monde à cette transformation des métiers. Et deux grosses industries, il y a la finance et la médecine aussi, qui sont en avance. Mais encore une fois, il y a une souveraineté des données nécessaire. Encore une fois, l'aspect souverain est très très important pour ces industries-là. Ouais. Et vous dites quoi des jeunes qui vous écoutent là, César McClary? Foncez qu'il faut plus d'entrepreneurs. Donc qu'il y a des risques, mais que le meilleur moment c'est maintenant pour se lancer. Et moi, je dis aux filles qu'il faut aussi étudier les maths et l'IA. Merci beaucoup Anne Bouvreau. Je rappelle donc que vous êtes coprésidente du comité Madame IA du gouvernement. Merci beaucoup César McClary d'être venu ici. C'est la fin de cette grande interview. Tout de suite, ça tombe bien, c'est pour ça que je vous posais la question. On retrouve Fred Simotel. Lui, il est à la Station F. Station F, c'est un peu le berceau des startups. Et puis après, vous retrouvez à l'occasion de ces 25 ans de la tech sur BFM et RMC, vous retrouvez une émission spéciale à 20h avec François Sorel. Bonne soirée, excellente soirée même. La grande interview, émission spéciale 25 ans de tech sur BFM Business.